Voici Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Alors aujourd'hui, et de Marc Mallory, ça s'appelle Noyade en piscine. Jim Douglas est bien content d'avoir un prétexte pour sortir de chez lui ce jour-là. C'est un dimanche qui promettait d'être des plus sinistres. Florence, sa femme, a été d'humeur massacrante toute la journée du samedi et lui n'arrive pas à se faire à l'idée que sa belle-mère va vivre définitivement sous leur toit. À 7h15, le téléphone a sonné. C'était Mike Bride, de permanence à la compagnie ce week-end-là. À présent, il est 8h moins 10 et Douglas se trouve avec Harry Starnes sur la terrasse du motel Louisiana. « Ils vont m'achever !» gémit Starnes en se tenant la tête à deux mains. « Pour M. Nelson, ça fera aucune différence que ça ait été un accident, il me mettra à la porte. » « Ça, je ne sais pas, Monsieur Starnes, » dit Jim Douglas. « Pour l'instant, il me faut quelques dépositions, dont la vôtre. Bien, alors, à votre avis, qui... »« Oh, c'est terrible, c'est épouvantable !» continue à se lamenter Starnes, les yeux fixés sur la piscine en contrebas. Le corps d'une femme est étendu sur le bord carrelé de bleu. Le médecin, arrivé avec l'ambulance, n'a pu que constater le décès. Avant que Jim Douglas puisse retenir à nouveau l'attention de Starnes, un policier en uniforme s'avance vers eux. « Qui de vous est le directeur ?» demande-t-il. « C'est moi, monsieur l'agent, » dit Starnes. « Comment s'appelait cette femme ?» Starnes sort une carte de sa poche. « Eva Mulberry, » dit-il en tendant le Bristol à l'agent. « Son adresse est au dos. »« Vous êtes client ici ?» demande ensuite le fonctionnaire de police à Jim Douglas. « Non, je représente la compagnie qui assure la responsabilité civile de ce motel. » Le policier a un sourire sans joie. « Eh ben, ils vont vous en prendre un bon paquet. » Puis, il se tourne à nouveau vers Starnes. « C'est vous qui avez découvert le corps ?»« Non, non, c'est le gosse là-bas, celui qui a des taches de rousseur. » Il désigne du doigt un petit garçon d'une douzaine d'années en train de se débattre pour échapper à la poigne d'une matrone boudinée dans un maillot de bain rouge. Le policier se dirige vers l'enfant. « C'est toi qui as découvert cette dame, petit ? Hein ? Ah ouais ? Et j'espère qu'elle n'a pas saigné ou autre chose comme ça dans l'eau parce que j'ai envie de me baigner, moi. » Le policier soupire, apparemment blindé contre ce genre de remarques, quel que soit l'âge de leurs auteurs. « Et tu te souviens de l'heure qu'il était ? » 7h, monsieur l'agent. T'en es sûr? Évidemment, rugit la mère du gamin. Dites tout de suite que mon fils est un menteur. Si c'est pas une honte, je devrais porter plainte contre ce motel. Pensez, sortir pour aller nager et tomber sur un cadavre. Bien, madame, bien, dit le policier en se tournant à nouveau vers Starnes. Personne l'a vue quand elle est tombée à l'eau? Starnes fixe le corps comme si la morte elle-même était à blâmer pour ce qui arrivait. Non, monsieur l'agent, elle a dû aller à la piscine de bonne heure avant que j'ouvre le bureau. C'est interdit, bien sûr, mais personne ne respecte le règlement. Elle est arrivée seule? Oui. Elle a dit qu'elle reprendrait la route vers le sud ce matin. Pendant que le policier relit ses notes, son collègue le rejoint. Si t'as fini, Joe, on peut y aller. Et avec un coup d'œil furtif à Starnes, il ajoute « Cet endroit va avoir une mauvaise réputation si ça continue. Déjà le deuxième cadavre en moins d'un an. » Starnes a un petit frisson et tourne les talons. Il se dirige vers son bureau. Douglas le suit. « Je suis fichu, monsieur Douglas, je suis fichu !» dit le directeur du motel en se laissant tomber dans un fauteuil. Monsieur Nelson arrive demain et quand il apprendra tout ça, mais vous vous rendez compte, d'abord l'affaire Guilford et maintenant ça. Mais je vois. Et je peux vous dire en tout cas que ma compagnie ne renouvellera pas le contrat. La dernière fois, ça leur a coûté 400 000 $. Jim observe Starnes et soudain, il a pitié de lui. Oui, il y a de fortes chances pour que le propriétaire du motel ne le mette à la porte. Après tout, il faut bien que quelqu'un paie les pots cassés.
J'irai volontiers plus au sud, dit Starnes. On m'a offert il y a 15 jours un poste dans un nouveau motel près de Byington. 150 chambres juste sur la plage. J'aurais dû accepter à ce moment-là. Mais vous savez ce que c'est, hein, la loyauté et tout ça. Pourtant, ça veut pas dire grand-chose. Ça veut même rien dire du tout. J'aurais dû le comprendre tout de suite. Il y a longtemps que vous travaillez dans l'hôtellerie ? Demande Douglas. Près de 20 ans, monsieur Douglas. J'aime ce travail, j'aime ce milieu, voyez. Je me vois très mal faisant autre chose. Jim Douglas hoche distraitement la tête. Il y a un long moment de silence, puis il pose une autre question. À votre avis, monsieur Starnes, c'est arrivé comment? Starnes hausse les épaules. J'en sais rien. J'en sais rien et en vérité ça m'est égal. Hein. Il y a des gens tellement imprudents, tellement inconscients. Mais enfin, quelle idée d'aller nager si tôt! Douglas sort son carnet. Eh bien, je pense que je vais prendre les dépositions, dit-il. En même temps, il calcule dans sa tête que s'il se dépêche, il va pouvoir passer le reste de la journée à la pêche sans que Florence et sa mère en sachent rien. Starnes s'extrait de son fauteuil en passant une main lasse sur son front. Je crois que je vais écrire dès aujourd'hui à Steve de Byington. Starnes ne s'est pas trompé. Il est effectivement licencié sans préavis. L'affaire suit la procédure classique après que le jury ait conclu à une mort accidentelle par noyade. Peu de temps après, le mari de la défunte dépose une plainte pour négligence contre le motel Louisiana et demande 600 000 $ de dommages et intérêts. La compagnie d'assurance de Jim Douglas fait une proposition de transaction à l'amiable, une proposition qui est refusée. Avec les 400 000 $ de l'affaire Guilford en début d'année, le motel Louisiana aura coûté $1 million à la compagnie en moins d'un an. Et bien entendu, elle ne renouvelle pas son contrat. Et le temps passe. Jim Douglas aurait sans doute tout oublié du motel Louisiana s'il n'avait eu quelques mois plus tard l'occasion de déjeuner avec un expert en assurance venu de la côte ouest. En parlant de choses et d'autres, les deux hommes en viennent à évoquer les accidents survenus dans les motels. L'expert californien semble particulièrement intéressé par un cas qui s'était produit 2 ans plus tôt dans son secteur. Le mari de cette femme a obtenu 500 000 $ de dommages et intérêts, dit-il. Et le directeur du motel, un type nommé Starnes, a été viré comme un malpropre. Jim Douglas repose soudain son couteau et sa fourchette. Vous avez bien dit Starnes? Hein? Ben oui, je crois que c'était son nom. Pourquoi? Non, pour rien de spécial. Sauf que, enfin, j'avais un camarade de lycée nommé Starnes et qui s'est installé en Californie il y a quelques années. L'expert se frotte pensivement le menton pendant un moment. Ben oui, je crois bien que c'était Starnes, Harry Starnes. En fait, j'en suis sûr même. Un grand chauve à peu près de votre âge d'ailleurs. Cette fois, Douglas n'a plus aucun doute. Harry Starnes, directeur de motel, chauve dans les 45 ans. Non, ça ne peut en aucun cas être une coïncidence. Pourquoi Jim Douglas s'intéresse-t-il soudain tant à Harry Starnes? Par conscience professionnelle ou par simple envie de jouer un peu les détectives? La réponse dans quelques instants. Bientôt, la suite. En dehors de ses heures de travail, Jim Douglas se livre à une discrète enquête sur Harry Starnes. Par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement, il obtient le nom de tous les endroits où il a travaillé pendant les 20 dernières années. Les résultats sont fort intéressants. D'abord, son Harry Starnes à lui et celui de l'expert californien sont bien une seule et même personne. Il apprend également que Starnes a la réputation d'être un brave type, honnête et efficace, mais d'un naturel plutôt instable.
En effet, il a déjà à son actif 18 postes dans différents hôtels et motels disséminés un peu partout dans le pays. Douglas est tellement passionné par ses recherches qu'il commence à ramener les dossiers chez lui. Ce qui n'est évidemment pas du goût de son acariâtre épouse, qui ne s'est guère améliorée avec le temps, bien au contraire. « Mais pourquoi est-ce qu'ils n'engagent pas quelqu'un pour t'aider ?» demande Florence un soir. « Tu ne nous sors jamais, maman et moi. Ils te prennent pourquoi dans ta boîte? Pour une bête de somme ?» « Avec 3 bouches à nourrir, je dois travailler plus dur, » répond Jim. « Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que maman te coûte trop cher? » « Non, non, c'est pas ce que je veux dire. Seulement, il me semble que ta sœur et tes frères pourraient participer un peu. Je vais plus rien entendre là-dessus, » dit Florence avant de quitter la pièce en claquant la porte. Jim se replonge dans son passionnant jeu de piste. Il parvient à remonter la trace de Starnes jusqu'en 1976 et il va de surprise en surprise. Partout où Starnes a travaillé, 11 motels en 10 ans, il est arrivé au moins un accident mortel à un des clients pendant la période où il a été employé dans les lieux. Et dans 3 d'entre eux, il y a eu 2 accidents mortels. Mais Jim a beau se triturer les méninges jusqu'à une heure avancée de la nuit, il ne parvient pas à établir de lien entre les personnes décédées. Elles étaient originaires des 4 coins du pays, d'âge et de milieux sociaux les plus variés. Jim s'obstine, tourne et retourne le problème dans sa tête. Il est persuadé qu'il y a une clé à cette énigme. Et sa persévérance est récompensée, car la solution finit par lui apparaître. Le lien ne concerne pas les personnes elles-mêmes, mais la cause du décès. Il est certain à présent que ces morts n'ont rien eu d'accidentel, mais il est certain aussi que Starnes n'a rien d'un maniaque de l'homicide. L'explication de toutes ces morts est bien plus incroyable, mais incroyable ou pas, Jim est convaincu que c'est la bonne, tout simplement parce qu'il ne peut pas y en avoir d'autres. Harry Starnes est un tueur professionnel, indépendant. Jim Douglas, qui en a pourtant vu bien d'autres dans son métier, reconnaît avec une certaine admiration que le procédé utilisé par Starnes est des plus habiles et des plus efficaces. En consultant les dossiers, Jim s'aperçoit que l'assurance vie du défunt est généralement payée très rapidement et assez souvent, la mort étant accidentelle, le montant en est doublé. Il se rend compte aussi que dans chaque cas, les dommages et intérêts demandés sont très élevés et toujours accordés par le tribunal. Enfin, il constate que quelle que soit la façon dont Starnes établit ses contrats, il le fait toujours de sorte qu'il soit impossible de jamais rien prouver. La seule chose qu'il n'a pas prévue, c'est l'intervention du hasard, ce hasard qui a éveillé un beau jour l'attention de Jim Douglas. Il est près de 2 heures du matin. Jim est épuisé par tant de nuits de veille, mais il jubile intérieurement. Il glisse tous ses dossiers dans son attaché-caisse qu'il ferme à clé en pensant à la prochaine étape de ce jeu passionnant. Confronter Starnes avec son passé. Le lendemain, Jim Douglas appelle le motel Louisiana et demande à parler à Harry Starnes. « Il nous a quittés depuis quelque temps déjà », lui répond le nouveau directeur. « Mais vous devriez essayer le Bel Air. C'est un motel de Boynton. » Boynton est situé à 300 km environ, mais comme Jim Douglas sait désormais que Starnes ne tient jamais en place très longtemps, il se hâte de trouver un prétexte pour faire le voyage. Mais il a aussi une autre raison d'être si pressé. L'enivrante sensation d'approcher enfin du point culminant d'un travail qui lui a donné tant de mal. Il reconnaît Starnes dès qu'il pénètre dans le bureau du motel. Celui-ci le considère un instant d'un air indécis, puis avec un soupçon de gêne. Mais très vite, il retrouve la maîtrise de lui-même. Ça, par exemple, n'est-ce pas là, monsieur Douglas? Je m'étais pas rendu compte que Boynton était dans votre secteur. Mais ce n'est pas mon secteur. De plus, je suis sûr que cet endroit n'est pas assuré par ma compagnie. Il y a cependant une chose dont j'aimerais m'entretenir avec vous. Si nous allions quelque part où nous ne risquerions pas d'être dérangés, monsieur Starnes.
C'est dans le secret d'une des chambres du motel que Jim Douglas sort de son attaché-caisse la liasse impressionnante des documents compromettants qu'il a accumulés. À mesure qu'il en prend connaissance, Starnes devient de plus en plus pâle. À la fin, il a le visage couleur mastic et transpire abondamment. Je dois dire, monsieur Douglas, que vous allez au fond des choses. Merci, monsieur Starnes. Pourtant, voyez-vous, il y a un point qui m'intrigue. Pourquoi n'avoir pas changé de nom chaque fois que vous changiez d'emploi? C'est comme ça que j'ai tout découvert. Starnes hausse les épaules avec un sourire fatigué. Bon, à quoi bon changer de nom? J'ai jamais été accusé de quoi que ce soit. Tout ça n'a été que une succession d'accidents. Et puis, il fallait que j'aie des références. Il me fallait une carte de sécurité sociale. Et puis, je pouvais pas être syndiqué si le syndicat pouvait pas garder une trace de moi. Car dans ce métier-là, monsieur, il faut être syndiqué, vous savez. Ces grands motels ne peuvent pas confier leur argent à n'importe qui. Douglas hoche la tête. En effet, oui, c'est logique. Très bien, dit Starnes. Je pense que nous allons maintenant retourner à mon bureau pour que vous appeliez la police. La police? Fait Douglas en haussant les sourcils d'un air étonné. La police? Mais je n'y ai jamais songé, monsieur Starnes. Ceci n'était qu'une entrée en matière, comme on dit. À présent, je voudrais vous parler de ma femme et de ma belle-mère. J'ai pensé qu'étant donné les circonstances, je pourrais sans doute bénéficier d'un traitement de faveur. Banal, c'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Et aujourd'hui donc, Noyade en piscine de Marc Mallory.